De son axe stratégique, renforcement des capacités des acteurs de la presse, l'ANP, l'autorité nationale de la presse, met en place un cadre de coaching et d'échange mensuel dénommé ANP Academy. Directeur de publication, rédacteur en chef, journaliste, hommes et femmes des médias, votre nouveau workshop d'échange et de perfectionnement ANP Academy se tiendra chaque premier vendredi du mois à partir de 9 h à la salle Eugène Kakou de l'ANP. L'ANP pour l'émergence d'une presse nationale indépendante, professionnelle, responsable et crédible. Il a mené une brillante carrière professionnelle d'une trentaine d'années, pour l'essentiel au Sénégal et en Côte d'Ivoire, en partie dans des organes de presse. Afrique Nouvelle, c'était à Dakar, Ivoire Dimanche et Le Jour à Abidjan, mais également comme enseignant dans des écoles de journalisme, responsable de formation et gestionnaire de projets dans des organismes internationaux, notamment à la Fédération de la Croix-Rouge et à l'Union européenne, où il a servi pendant 16 ans, donc de 1996 à 2011. Actuellement, il se dit à la retraite. Il s'occupe comme consultant senior d'administration de projets et d'études dans les domaines de la communication, de la culture et des droits de l'homme pour le compte de diverses organisations internationales. M. Ouédanou Lucien est le président en exercice du Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire. Il est aussi le premier vice-président de la commission d'attribution de la carte d'identité de journalistes et de professionnels de la communication, en abrégé CIJP. Il est conseiller scientifique de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie OLPED. Il a été décoré chevalier dans l'ordre du mérite de la communication. Dès que je vais laisser donc ce micro, M. Ouédanou va s'investir dans sa position de formateur pour faire sa présentation liminaire, après quoi nous ouvrons les échanges avec les participants ici en présentiel, puis avec les internautes, car nous sommes actuellement en streaming. Après ces travaux, je l'avais indiqué, Monsieur le Président pourra prononcer le mot de clôture de cette première session. Bienvenue à toutes et à tous. À présent, nous allons écouter attentivement M. Ouédanou, notre formateur. Merci. Le thème qui nous est proposé sur l'équilibre de l'information n'est pas un terme tellement nouveau. Il s'agira donc de faire quelques rappels pour commencer. Et en insistant surtout sur le mot équilibre. Quand on parle de traitement, l'équilibre dans le traitement de l'information, le mot le plus important, c'est certainement celui de l'équilibre. Et pour commencer, je voudrais donner 3 images pour illustrer cette notion de l'équilibre. La première image, c'est celle d'un homme qui marche ou d'une femme qui marche. Vous choisissez selon ce que vous voulez. Enfin, l'humain qui marche. Et pour cela, on a besoin des 2 jambes. Si par accident une jambe manque ou est défaillante, la marche devient déséquilibrée. C'est de la même manière quand un article de presse n'est pas équilibré. Cet article de presse n'est pas équilibré s'il ne présente que le point de vue d'une seule partie, alors que 2 parties ou plus de 2 parties sont en présence, en différent ou en conflit. C'est là tout le problème. C'est très simple l'équilibre, mais on l'observe, on a noté que cela s'observe très peu. Il s'agit, quand il y a un sujet, ne pas présenter un seul point de vue, mais présenter tous les points de vue en présence. La deuxième image à laquelle j'ai pensé, c'est le symbole même ou l'instrument par excellence de la mesure de l'équilibre, c'est la balance. La balance. Et quand le fléau de la balance marque l'équilibre, lorsque les masses dans les 2 plateaux de la balance sont équivalentes. Autrement dit, le bon usage de la balance est un signe d'honnêteté et de justice. Si vous allez au marché et que le commerçant fausse le poids, il est malhonnête, il n'est pas juste. De la même manière, un journaliste qui écrit et qui met plus de poids d'un côté que de l'autre fait preuve de malhonnêteté et il n'est pas juste non plus.
Donc vous voyez qu'il y a des questions d'éthique qui se posent déjà lorsqu'on viole les principes d'équilibre dans le traitement de l'information. La troisième image, c'est celle de la noix de cola. Le lecteur, par sagesse populaire, sait qu'on ne juge pas un palabre avec une moitié de noix de cola. On le dit souvent. Du coup, quand vous vous trouvez dans un journal, que ce journal est abonné à ne présenter qu'une seule moitié de noix de cola, à la longue, vous vous désabonnez, parce que vous fiez à cela, vous ne lui faites plus confiance. Et c'est l'une des raisons peut-être qu'il faut interroger. Est-ce que ce n'est pas parce que le lecteur se sent constamment floué et désabusé qu'il y a désaffection au niveau du lectorat et baisse vertigineuse des chiffres d'affaires de la presse imprimée, comme l'ANP nous en fait le constat régulièrement ces derniers mois, ou pour ne pas dire ces dernières années. Donc il y a lieu de s'intéresser sur la responsabilité des journalistes eux-mêmes, du fait du traitement déséquilibré de l'information, puisque c'est ce qui est le plus souvent relevé. C'est un manque d'honnêteté vis-à-vis du lecteur qui fait que celui-ci finalement se désengage et ne fait plus l'effort d'acheter régulièrement le journal. Donc c'est une autocritique qu'il faudrait faire. Et pour continuer sur ces rappels, je voudrais souligner que la recherche de l'équilibre est une exigence. Elle n'est pas facultative. C'est une exigence dans le traitement de l'information. On l'apprend c'est comme le b.a.-ba du métier. Donc c'est ne pas l'appliquer, c'est fouler aux pieds les règles élémentaires du métier de journaliste. Et l'article 4 du Code de déontologie du journalisme en Côte d'Ivoire insiste sur cela, et souvent les cas qui sont indexés en termes de traitement, de mauvais traitement déséquilibré de l'information font référence à cet article qui dit que le journaliste a le devoir de tenir, je cite, le scrupule et le souci de la justice, de l'équité et de l'équilibre comme règle non négociable dans la publication et la diffusion honnête de ces informations. On va peut-être afficher cette phrase tout à l'heure parce que c'est un peu... Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. L'article 4 du Code de déontologie, que je répète, le journaliste a le devoir de tenir le scrupule et le souci de la justice, de l'équité et de l'équilibre comme règle non négociable dans la publication et la diffusion honnête de ces informations. Soulignez également que cette exigence d'un traitement équilibré de l'information vaut aussi bien pour la presse d'information générale, comme on dit, que pour la presse d'opinion. Le fait d'être un journal, je dirais, partisan ou militant ou qui est lié à des chapelles politiques ne dispense pas le journaliste de l'obligation de faire un traitement équilibré de l'information. S'il ne le fait pas, il devient juste un instrument de communication et de propagande du groupe qui le finance, qui lui permet de subsister ou de survivre. Donc il rompt les amarres avec les règles de base du métier et il n'est plus journaliste, il se transforme en communicateur et en propagandiste. Et de mon expérience aussi, je pense qu'il faut faire attention à éviter le piège de ce que j'appelle les mauvais comptes rendus. On peut penser que j'ai juste répété ce que le monsieur a dit dans son meeting. Mais il ne faut pas oublier que le journaliste n'est pas un simple micro ou un haut-parleur irresponsable. Ce qui est dit dans un meeting a une moindre portée que ce qui est amplifié par les médias. Et ça, je pense qu'il est extrêmement important de le souligner. Si vous voyez l'évolution des lois sur la presse, à un moment donné, ce n'est pas celui qui a tenu des propos violents qui est en cours de peine de justice. Et ce n'était même pas le journaliste. Parce que le plus important, c'est le support qui lui est donné. C'est pourquoi les directeurs de publication étaient les premiers responsables, pénalement,
des excès ou des procès pour diffamation ou traitement des écrits d'information. Donc il faut que le journaliste ait conscience que quand il écrit, il a une responsabilité. Et que ce qui est dit dans un cercle fermé et qu'il amplifie est de sa responsabilité. Celui que vous avez interviewé, dont vous répercutez le point de vue, peut toujours vous dire, je n'ai pas dit exactement ce que vous avez écrit. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il a dit a une portée dangereuse pour la société. Et c'est aux journalistes de faire cette médiation, dans le monde média à tout son sens là, pour savoir entre ce que j'ai entendu et ce que je vais écrire, quelle est ma responsabilité sociétale. Est-ce que je dois déverser toutes les injures, toutes les diffamations, quand tel dit lui c'est un voleur, bon. Est-ce que j'ai eu à vérifier que le monsieur est effectivement un voleur? Est-ce que je suis allé lui demander, bon évidemment, lui demander est-ce qu'il est un voleur? Ne serait-ce que ça. S'il dit oui c'est vrai, j'ai pris un peu d'argent, mais bon c'était... Là au moins vous avez la confirmation que, traitement équilibré, l'accusé reconnaît ses torts. Mais il peut vous dire aussi non, et dans ce cas, c'est à vous de voir quels sont les éléments factuels de preuve que vous avez pour dire tel a dit que lui il est un voleur et voici les preuves que je peux donner pour en justice répondre de ce que l'accusation est fondée. C'est tout à l'heure ce que disait M. Domo, c'est cela. Si les accusations portent atteinte à l'honorabilité d'une personne, c'est important de ne pas les diffuser à la légère. Souvent, on ne se rend pas compte de l'impact que les propos rapportés ou les accusations portées dans des journaux peuvent avoir. Je me souviens d'un confrère, actuellement, d'un confrère qui une fois il me dit mon enfant ne peut plus aller à l'école parce qu'on a dit dans le journal que son papa est voleur. Et ça, bon, c'est des drames, quoi. Il a parlé ça peut briser des couples, ça peut briser des familles, ça porte atteinte. Donc, tout ce qui est diffusé doit pouvoir être fait avec beaucoup de responsabilité. Et dans le cas d'espèce, quand il y a une accusation, prendre l'avis de la personne accusée, en cas de doute, faire sa propre recherche pour pouvoir donner une information équilibrée et non pas une information fondée sur une simple assertion, une seule affirmation. Donc le journaliste doit toujours rechercher des points de vue adverses. Et pour citer deux mots dans le code de déontologie, avec persévérance et détermination. Avec persévérance et détermination. Et de ce point de vue, en fait, je l'avais prévu à la fin, mais je vais le dire dès à présent. Quand on parle de persévérance et détermination, il faut faire attention à la mention très facile de dire nous avons essayé de joindre l'intéressé, il n'a pas pu répondre à nos questions. C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut la persévérance et détermination. Et l'exemple que je veux donner, c'est récemment la Media Foundation for West Africa, qui est une ONG basée au Ghana, a diffusé il y a la semaine dernière un manuel que vous pouvez tout savoir auprès de l'OLPED sur les techniques pour accéder à l'information publique et c'est adapté au cas de la Côte d'Ivoire. Et cela montre bien, c'est des pratiques qui sont de plus en plus utilisées par ceux qui font la vérification d'informations ou le fact-checking, comme on dit pour faire genre. On ne se contente pas de dire j'ai essayé d'avoir l'information, je ne l'ai pas eue. Comment avez-vous essayé? Un simple coup de téléphone, ça ne suffit pas pour donner une preuve de ce que vous avez essayé d'avoir l'information. Et ce qu'on conseille, ce qu'on suggère, c'est que dans ce cas, si vous sentez qu'il y a une résistance, une réticence, envoyez au moins quelque chose d'écrit. Au minimum, si vous avez pu téléphoner avec la personne au téléphone, envoyez-lui un message, écrit un texto. Déjà, bon, ça lui met un minimum de pression. Vous avez le mail, envoyez un mail, envoyez le mail. Et ce que j'ai noté d'intéressant en travaillant sur cette question de l'accès à l'information publique, c'est que de plus en plus de journalistes, quand ils envoient de telles demandes, mettent en copie la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics.
Parce que la Constitution, l'article 18 de la Constitution, dit que le citoyen a droit à l'information d'intérêt public. C'est un droit. Et la loi qui fonde la KIDP aussi indique bien que toutes les structures publiques et même les structures privées qui gèrent des questions d'intérêt national, autrement dit par exemple la CIE, même les compagnies de téléphonie mobile, dès l'instant où vous gérez une partie de l'intérêt public national, vous avez le droit de fournir aux citoyens des informations qu'ils demandent. Et les journalistes et les chercheurs ont d'ailleurs un privilège de ce point de vue-là. Le simple citoyen peut demander une information et la structure a le devoir de lui répondre dans un délai de 30 jours. Mais pour les journalistes et les chercheurs, c'est 15 jours. C'est peut-être long, on en a discuté la semaine dernière, mais c'est quand même déjà un acquis. Quand vous envoyez une demande d'interview ou de question à une structure en lui rappelant que la loi sur l'accès à l'information publique vous donne le droit de demander de telles informations, cela peut faire réfléchir et dans la plupart des cas, il y a toujours une réponse. Donc il y a des mécanismes qu'il faut pouvoir utiliser et ne pas se réfugier derrière l'argument « j'ai essayé d'avoir des informations et je ne les ai pas eues ». Il faut pouvoir documenter comment vous avez essayé d'avoir ces informations. Si vous déposez un courrier, prenez le soin de faire décharger par exemple. Et comme ça, vous pourrez effectivement dire, bon, nous avons envoyé, après avoir insisté au téléphone, nous avons envoyé une lettre déposée tel jour à telle structure pour avoir sa version des faits et n'est jamais arrivé. Donc vous voyez que c'était un détail technique peut-être, mais laquelle il faut insister pour dire que l'information équilibrée demande de la part du journaliste aussi un certain effort et pour pouvoir vaincre les réticences. Et au moins si dans un article à la fin vous dites que par courrier envoyé en date de telle, nous avons demandé à telle structure sa réponse, elle n'est pas arrivée, ça lui met la pression et ça vous protège un peu. On voit au moins que vous avez fait l'effort de faire un traitement équilibré de l'information. Donc je voudrais peut-être m'arrêter là pour ce qui concerne la partie théorique et aborder un peu la partie pratique avec quelques exemples de traitement déséquilibré de l'information qui ont été identifiés. Et je sais par ailleurs que d'après les échanges que nous avons eus en pré-session, notre éminent confrère Jean-Baptiste Sacrou qui est là aura certainement des témoignages à apporter aussi sur des questions de traitement équilibré de l'information. Je ne sais pas si... Bon. Monsieur Cissé, on peut avoir l'ordinateur de Monsieur Ouidanou. On va faire la projection des cas, des exemples qu'il souhaite présenter. D'accord. Donc la première page que vous voyez, reprend en fait un extrait de l'article 4 du Code de déontologie dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il est important de retenir. Donc le journaliste a le devoir de tenir le scrupule et le souci de la justice, de l'équité et de l'équilibre comme règle non négociable dans la publication et la diffusion honnête de ces informations. Vous voyez que c'est vraiment des termes qui ne sont pas accumulés pour rien et qui posent des problèmes éthiques fondamentaux. L'honnêteté, la justice, l'équité, l'équilibre. Et c'est des principes non négociables. Vous voyez, donc c'est vraiment important de noter cela pour qu'on sorte un peu de cette habitude nocive de violer, pour employer un terme allègrement, ce principe de l'équilibre dans le traitement de l'information. Merci. Maintenant, nous allons aborder quelques exemples, comme je relevais, dans le traitement déséquilibré de l'information. L'exemple 1, c'est un article qui sur un conflit d'affaires entre des associés. Et le titre de l'article, c'est la part de vérité de M. Y. C'est un nom qu'on a anonymisé, même si par hasard c'est un peu proche du réel. Et l'article, dans l'article, on a par exemple noté ceci: depuis sa liberté provisoire, il ne cesse d'orchestrer des actes de vengeance et des campagnes de dénigrement contre la personne de Y. C'est le journaliste qui dit cela. Et qui reprend à son compte
X a pompé à son profit la somme de 8,9 milliards de francs CFA. Ce que nous avons comme commentaire, c'est que dans tout l'article, pas une seule fois la personne mise en cause, n'a été interrogée pour donner son propre point de vue. Donc, même si c'est une affaire qui est déjà en justice, et que le point de vue de celui dont on parle est connu, pour l'équilibre, parce que le lecteur n'ira pas chercher ailleurs les informations que vous connaissez avant de lire cet article. Donc, ce n'est pas parce que vous interrogez celui qui se défend que vous êtes exonéré de l'obligation de donner le point de vue de celui qui est mis en accusation. Donc il y a obligation d'aller vers celui qui est mis en cause pour dire votre partenaire dit ceci, il dit vous avez pompé 8,9 milliards, il dit que vous exercez contre lui des actes de vengeance et de campagne de dénigrement. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vrai? Quel est votre point de vue? C'est une obligation. Chaque article doit pouvoir respecter ce principe de l'équilibre de l'information. Un petit exemple suivant, c'est dans le contexte électoral, bon, mais il y a mon secours, et l'article, et je fais exprès de mettre le titre en capital, fraude massive à Yamoussoukro. L'honorable X, député sortant, 2 points, et on ouvre les guillemets, sur 20 000 votants, la fraude porte sur 14 000 voix dans la commission électorale locale numéro 2. C'est très précis, hein? C'est très précis, mais la version des faits du responsable de la commission locale n'apparaît pas dans l'article. Or, quand vous dites comme ça qu'il y a eu fraude avec un chiffre précis dans une CEI locale, la moindre des choses, c'est d'aller vers le responsable de la CEI locale pour avoir son point de vue ou pour faire un minimum d'enquête ou de recoupement. On ne se contente pas du point de vue de celui qui accuse. Et le plus grave, c'est le manque de distance dans le surtitre. C'est-à-dire, le surtitre dit « fraude massive à Yamoussoukro ». Il ne parle pas d'accusation de fraude. Donc le journaliste s'approprie en quelque sorte l'accusation non vérifiée, non recoupée, non contredite, qui est faite par le député qui parle de 20 000 de fraude, de 14 000 voix sur 20 000 votants. Donc c'est quand même assez grave pour être relevé. Et le troisième cas, c'est un fait divers, mais qui met aux prises 2 personnes et des gendarmes. Et l'article ici rend compte du point de vue de 2 accusés. Il dit vol bizarre dans un cas, de 35 millions dans un cas, accusé à tort, un enseignant et son frère portent plainte contre la gendarmerie. Et il y a un chapelet de questions dans l'article. Pourquoi la gendarmerie refuse de délivrer aux accusés à tort un document de justification de la garde à vue? Pourquoi la gendarmerie n'interpelle-t-elle pas le plaignant qui accuse à tort? Voilà des questions que le journaliste, prenant parti pour ceux qu'il estime avoir été accusés à tort, se pose ou pose. Mais dans son papier, rien n'indique qu'il a approché la gendarmerie pour savoir son point de vue. Et rien n'indique non plus quels sont les efforts qu'il a faits pour avoir ces informations. Et c'est un peu de ça que je parlais dans le passé. On sait d'expérience qu'effectivement, la gendarmerie fait partie de la grande muette. Et ce n'est pas évident d'avoir des informations. En allant, si vous allez dans une brigade de gendarmerie pour demander pourquoi vous avez fait ceci, un bon gendarme ne vous répondra jamais. Il faut connaître les règles et savoir que, d'ailleurs, même dans l'accès à l'information publique, il y a des domaines comme la sécurité publique ou comme la justice où il y a ce qu'on appelle des documents non communicables. Et il y a aussi des règles parfois, une obligation de réserve dans certains corps de métier. Et donc il ne s'agit pas d'aller voir le premier gendarme pour dire qu'est-ce qui s'est passé, il ne vous dira rien du tout. Et ce n'est pas un refus de sa part, ce sont les règles de son métier. Il faut savoir cela. C'est pour cela que je parlais tantôt de documenter les efforts qui ont été faits pour obtenir l'information. Si vous allez vers une gendarmerie pour avoir de telles informations, vous ne les aurez pas, à moins que vous saisissiez officiellement le chef de brigade de gendarmerie, en précisant
que vous êtes journaliste et que la loi vous accorde un délai de 15 jours pour avoir la réponse. Comme ça, il va accélérer sa réponse parce que la gendarmerie ou la police sont organisées de telle sorte que le chef de brigade de Yamoussoukro va forcément se référer à sa hiérarchie la plus élevée avant de vous donner la moindre information. Mais s'il sait qu'il y a une obligation légale de répondre dans les 15 jours, vous avez une chance d'avoir une réponse qui peut-être ne peut pas vous satisfaire, mais au moins vous aurez fait l'effort de rechercher la vérité, l'effort d'avoir une information équilibrée. Donc voilà un peu, à titre d'introduction, quelques éléments que je voulais vous soumettre pour lancer les échanges sur l'importance du traitement équilibré de l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ouedanou, Monsieur le formateur. En tant que modérateur, je me permets de résumer un peu la pensée et M. Ouedanou me dira si je suis conforme donc à l'esprit de ce qu'il a présenté. La première chose, c'est de nous faire visualiser la notion du non-respect de l'équilibre de l'information à travers 3 images. J'en ai retenu 2. La troisième, vous l'avez certainement noté. La première image, je l'ai retenue parce que moi-même, j'ai un souci d'équilibre dans la marche. C'est pourquoi ceux qui l'ont observé ont vu que j'ai une canne. Voilà, pour régler la question de l'équilibre dans la marche et la démarche. La deuxième, c'est que la ligne édito ne justifie pas le non-respect de l'équilibre de l'information dans le traitement de l'information. M. Ouedanou a aussi indiqué que les médias disposent d'une capacité d'amplifier des propos, des assertions faites par Monsieur Lambda. Et c'est pourquoi il demande que les professionnels soient beaucoup plus vigilants à cet égard, car c'est eux qui sont souvent traduits devant la justice plutôt que Monsieur Lambda. Et puis, il a aussi souligné qu'il ne faut pas se contenter de clamer que tous nos efforts, j'ouvre la parenthèse, tous nos efforts pour joindre M. X ou Mme X dans telle affaire ont été vains. Il faut aller au-delà, rechercher avec persévérance la vérité. Et c'est là que la notion de persévérance évoquée dans le code de déontologie prend tout son sens. Merci. M. Ouedanou a même donné, disons, une forme d'astuce, c'est demander aux journalistes d'exploiter autant que possible la possibilité de continuer de chercher l'équilibre de l'information par le moyen du droit, disons, par le moyen de la KIDP. Voilà, les journalistes ont ces avantages et disons, au niveau de la KIDP, il existe des mécanismes et même au-delà qui traduisent l'effort que le journaliste aura fait. Après cette première partie qui a un caractère plutôt théorique, il nous a fait visiter 3 cas pratiques et pour lesquels j'ai noté que le journaliste souvent s'approprie des accusations non vérifiées ni non recoupées. Et je conclus pour dire qu'il a aussi relevé que le journaliste prend souvent parti d'une personne qu'il dit être accusée sans pour autant donner la parole au protagoniste dans l'affaire évoquée. Et la ligne, disons, le fil conducteur dans tout cela, c'est qu'il y a un des protagonistes, s'ils sont 2 ou les autres protagonistes, qui n'ont pas droit à la parole par le journaliste qui ne respecte pas le droit de l'équilibre de l'information dans le traitement de son information. Donc, j'espère que j'ai été fidèle. Oui, ça marche, ouais. Non, le compte rendu a été équilibré. Merci beaucoup. Ouais. Et comme je l'ai indiqué à l'entame de cette session, nous allons tout de suite
sans faux fuyant, mesdames et messieurs les journalistes, vous permettre de vous exprimer. Il n'y aura pas une autre opportunité. D'abord, ceux qui sont en salle ici, et ensuite, nous allons recevoir les questions posées par les internautes. Et pour cela, Madame Nyakri va assurer le relevé des questions des internautes. Pour l'heure, nous sommes en salle et nous voulons prendre les questions, contributions des personnes présentes auxquelles le formateur va se faire le devoir de répondre. Disons, nous allons prendre une série de 5 premières questions et puis après, nous allons continuer jusqu'à ce que nous soyons arrivés au temps où il faut changer de cadre. Merci. Merci. Moi, c'est Bienvenu Kofi. Je suis le gérant du journal Le Bélier. Ok. Généralement, le cas du gendarme dont vous parliez, est-ce que dans ce cas de figure, le journaliste a le droit de traiter l'information, puisqu'il ne peut pas avoir accès à la gendarmerie pour avoir les faits? Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, moi c'est Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus, journaliste au service politique. J'aimerais savoir quel est le seuil de la persévérance et de la détermination pour le journaliste dans la quête de l'équilibre de l'information. Est-ce à dire jusqu'au risque de sa vie ou il y a un seuil qu'il ne faut pas franchir? Je prends cet exemple parce qu'il y a un confrère il n'y a pas longtemps qui voulait équilibrer une information, qui s'est rendu au domicile d'une dame. Il avait les faits, un monsieur accusait la dame de quelque chose, dont lui, il appelle la dame, elle ne décroche pas, il passe par tous les moyens, il ne décroche pas, l'envie d'écrire son information. Donc le bon confrère, il juge bon de se rendre au domicile de la bonne dame. Là-bas, il rentre à la maison, la dame le convoque au commissariat pour violation de domicile. C'est-à-dire, en voulant bien faire, il s'est créé des problèmes. Donc, je vais quel est le seuil pour le journaliste dans la quête de l'équilibre de l'information? Où on doit s'arrêter, où on ne doit pas s'arrêter? Nous allons demander à ceux qui ont des questions à poser de se mettre en l'avant pour qu'ils soient visibles dans la vidéo qui est en streaming. Merci. Bonjour à tous, je suis Yacouba Sangari du quotidien Le Patriote. Je voulais soumettre 2 cas. Le premier cas, c'est les conflits. Souvent, c'est conflits entre associés ou les litiges fonciers. Il arrive que M. X soit opposé à M. Y et puis il y a une décision de justice qui tombe et M. X fait parvenir à la presse soit une grosse décision de justice. Est-ce qu'on a l'obligation d'interroger M. Y sur cette décision ou on exploite directement cette décision? Souvent on le fait. Maintenant le deuxième cas, je pense qu'il y a bien un peu abordé. On l'a vu, un cas pratique, c'est le cas de Simon Do, le député PDCI, notamment dans l'affaire sur la question du détournement. Moi par exemple j'ai traité l'article, mais je l'ai appelé près de 10 fois. Je l'appelle, il ne décroche pas, 5 minutes il est en ligne, après il ne décroche pas, on envoie un message WhatsApp, il ne répond pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On attend indéfiniment ou bien on se résout à traiter l'article? Merci. Bonjour, annonceur Souhait du journal Le Matin. Monsieur Lucien, vous avez parlé d'équilibre de l'information, moi on est journaliste. Moi je causais des confrères français. Tu es sûr d'une information, tu sais que c'est la vérité. Le gars a détourné de l'argent, tu as toutes les preuves. Est-ce qu'on doit l'appeler pour demander sa version? Et puis qu'est-ce qu'on fait aussi dans les histoires de scoop? On a une information capitale qui est vérifiée et tu es sûr que c'est la vérité. Est-ce qu'on est obligé d'appeler un voleur pour dire est-ce que tu as volé? Merci. Y a-t-il un autre intervenant? Parce que nous avons enregistré 4 en lieu et place de 5. Oh, oui. Donnez le micro au monsieur. Venez s'il vous plaît. Moi c'est Fomseke Koulibaly du quotidien Le Nouveau Réveil. Alors je prends un exemple très simple. Je vais par exemple à une conférence auprès de M. Soro Guillaume. Et après des conférences, il dit bon, le président de la République est le chef de la rébellion. C'est un voleur. Je fais quoi? Comment je traite cette telle information? Merci. Merci beaucoup. Nous avons donc la série des 5 premières questions. Et nous allons laisser la latitude donc à M. Ouidanou d'y répondre.
La question de l'accès de l'information à la gendarmerie. Bon. Il y a des possibilités. Il y en a qui peuvent avoir peut-être des contacts informels recoupés avec des personnes à l'intérieur ou à l'intérieur autour de la gendarmerie pour confirmer certains faits. Mais si vous voulez avoir une version officielle, c'est vrai que ça prend du temps, mais il faut prendre certaines précautions. Il faut savoir qu'il y a des institutions qui ne s'ouvrent pas facilement. La sécurité et la justice. Vous pouvez exploiter des sources internes, mais si vous voulez des informations officielles, il faut s'y prendre de façon méthodique, et c'est pour cela que j'ai donné quelques contacts sur les règles en matière d'accès à l'information d'intérêt public. Voilà. Y a-t-il un seuil pour la persévérance dans la recherche de l'information? Tout est une question d'appréciation personnelle. Chacun sait quels sont jusqu'à 7 degrés de résistance. Mais dans le cas que vous avez donné, il y a une imprudence. L'imprudence, c'est la violation de domicile. Et la dame, j'avais suivi un peu cette affaire d'ailleurs, la dame a bien fait, enfin, elle était dans son droit de porter plainte pour violation de domicile. Parce que le confrère n'a pas pris les précautions nécessaires avant d'entrer chez la personne. Dans les détails, je me souviens que c'était des ouvriers qui étaient là. Lui, il a tapé à la porte, et puis les ouvriers l'ont laissé entrer. La dame a dit, mais pourquoi vous êtes entré chez moi? C'est son domicile, il faut faire attention. Le journaliste doit toujours avoir le respect de la légalité. Respecter les lois. Pourquoi à chaque fois, moi, quand j'ai l'occasion de parler de liberté d'expression, j'insiste aussi sur la responsabilité et la légalité. Il faut connaître les lois et les respecter. C'est extrêmement important. Vous pouvez aller, mais en respectant les lois. Mais il y a aussi ceux qui font du journalisme d'investigation. Ils savent quel risque prendre aussi. Ne pas mettre sa vie en danger. Prendre des précautions pour ne pas... Si vous voulez faire une enquête sur le milieu de la drogue, évidemment, vous savez que vous prenez des risques. C'est vous qui appréciez ce que vous voulez en tirer comme information. Il faut prendre certaines précautions élémentaires. Ne jamais aller sur des terrains difficiles sans que sa rédaction ne soit informée. Si vous travaillez sur des sujets difficiles, il faut qu'à chaque moment, votre chef de service sache où vous vous trouvez. Sinon, on va vous trouver quelque part un matin, là, on ne sait pas ce que... Non, il faut faire attention, on n'est pas non plus des kamikazes. On est persévérant, certes, mais prendre certaines précautions et respecter la loi. En ce qui concerne des conflits domaniaux ou fonciers, oui, les décisions de justice. S'il s'agit juste de rendre compte d'une décision officielle de justice, vous pouvez en faire un compte rendu. Mais si c'est dans certains cas, l'un des associés ou l'une des personnes en conflit qui vient vous dire la justice m'a donné raison pour telle et telle raison, il faut faire attention. Il faut d'abord demander le document, vérifier qu'il est authentique, parce qu'on a beaucoup de faux maintenant. Donc ça veut dire que vous faites une démarche au greffe pour vérifier que le document dont vous avez eu copie est authentique. Et ça, depuis toujours, les falsifications de documents, il faut faire attention à cela. Je me souviens, l'une des plus grosses affaires, c'était l'affaire des 18 milliards de l'Union européenne. J'étais en poste à l'époque. Et j'avais même été accusé d'avoir laissé fuiter le document, ce n'était pas le cas. Mais comment nous avons vérifié l'authenticité du document? C'était un rapport d'audit qui n'a été donné qu'à un nombre restreint de personnalités, hautes personnalités de l'État. Et quand le document qui a fuité, c'était dans le journal de mon ami Diego Baye, où j'étais quelques mois plus tôt, mais quand il m'a montré le document, je l'ai montré à l'ambassadeur de l'Union européenne, elle a vu, parce que moi je n'avais pas vu, je n'avais pas accès à ce document, mais elle a vu par un signe que c'était effectivement authentique, parce que chaque exemplaire diffusé avait été cacheté. Et la personne qui a diffusé, pour ne pas que ce soit reconnu, a mis du blanco, et une partie des documents était illisible. Et d'ailleurs, dans la reconstitution, on a comblé ça avec des mots qui n'étaient pas tout à fait exacts. Donc, la question de la vérification de l'authenticité est très importante parce qu'on peut vous fourguer de faux documents entre les mains. Si le document est authentique, vous pouvez en faire un compte rendu objectif.
factuel, pour dire un résumé, un compte rendu de document, c'est pas. Mais si on vous l'a rapporté, il faudrait que vous vérifiez avec la personne mise en cause si les accusations qu'on porte contre elle sont exactes et quelle est sa part, quel est son point de vue sur cela. Le scoop. C'est toujours le grand problème. Si vous faites, en fait tout ce qu'on dit là, il y a une bonne partie qui vient de la recherche de scoop. S'il faudrait prendre le minimum de vérification avant de publier les informations. Parce que vous pouvez être, si vous dites que vous êtes sûr à 100%, quels sont vos critères de certitude? Ça. Comment est-ce que vous pouvez recouper, vous pouvez être sûr d'une information sans avoir interrogé la personne mise en cause? Je ne sais pas. De toute façon, vous n'avez aucun risque à demander à un voleur s'il est voleur. Le fait qu'il vous dise « je ne suis pas voleur », ça ne veut pas dire que sa parole est chose, mais au moins vous aurez fait l'effort de prendre. Il peut vous dire par exemple « non, ce n'est pas moi, c'est un homonyme ». C'est déjà arrivé. On a tenu en Italie, il y a pendant plusieurs mois, un monsieur qui était pris pour un immigré clandestin, enfin, qui avait été emprisonné avant qu'on ne se rende compte que ce n'est pas de lui qu'il s'agit, mais que c'était un homonyme dans un camp en Éthiopie. Il y a toujours donc des précautions à prendre et on ne paie rien à vérifier, à demander à un voleur s'il est un voleur. Moi, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de... Même si vous êtes le plus sûr possible, ça ne va pas, et que vous êtes en train de... Ça ne va pas vous empêcher de publier votre article. C'est une précaution élémentaire à prendre, à mon avis. Donc, je ne sais pas si Annoncia a eu une réponse satisfaisante à la question sur le scoop. Il y a une dernière question sur le chef de l'État était le père de la rébellion et c'est un voleur. Bon, tout est une question de contexte et aussi de respect de la loi. Dire de quelqu'un qu'il est un voleur, ça, vous risquez la diffamation. Et ce n'est pas Guillaume Soro qui fait sa conférence de presse et puis il est parti, ou bien il se cache. C'est vous qu'on va attraper en premier. C'est ça aussi. D'abord, autrefois, c'était votre directeur de publication. Comme secrétaire général de rédaction, quand je conseillais certains patrons, je leur disais, si tu publies ça, tu vas en tôle. Et il y a eu des cas qui sont avérés. C'est-à-dire, il y a certains journaux où j'ai déconseillé. Le journaliste est allé publier ailleurs. Ils ont eu un procès et le directeur de publication elle est en tôle. Parce que notre métier a des règles. C'est des choses qui sont anciennes, qui ne sont pas actuelles pour vous. Mais quand un journaliste s'écrit, à l'époque du fouet, il faut bourguibiser au fouet. Il dit, c'est une incitation au renversement du président de la République. Il faut lui faire un traitement médical pour lui faire un coup d'État. Et le journaliste trouvait ça mais ça, quand il faut publier, il dit non, on ne publie pas ça. Celui qui a publié, il est allé en tôle. Donc il faut faire attention aux accusations, aux incitations diverses qui ne respectent pas les règles de notre métier. Même si c'est un scoop ou même si ça peut faire vendre, nous sommes soumis à des lois. Nous ne sommes pas des citoyens au-dessus des autres. La légalité, la responsabilité sont très importantes. Hier, il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux concernant la dame qui était décédée au CHU de Treichville. D'après eux, par manque d'assistance médicale. Et nous étions au CHU avec le ministre de la Santé, le DG du CHU d'Angré et puis le chef de service. Et le chef de service a donné sa version, le ministre a donné sa version. Il a présenté ses condoléances au nom du gouvernement, il a donné aussi, il a donné son information. Le DG aussi a donné son information. Mais nous n'avons pas pu interroger les parents de la dame. Et je suis partie faire mon compte rendu, malgré que non, je suis dans un journal de l'opposition. Je suis partie, j'ai bien fait mon compte rendu. Il a donné la version du gouvernement, il a donné la version du DG, il a donné la version du chef de service. Fidèlement, il a rendu mon papier, il a donné à mon chef. Il dit non, il faut écrire l'information. Donc, pour écrire l'information, on a appelé le DG. Quand on a appelé le DG, il a demandé que non, c'est le procureur de la République. Il a dit quoi même? Il dit, voilà. Moi, je suis sincère dans ce que je rapporte toujours.
ce qui est du nom de la défunte, seule une réquisition d'un juge peut nous autoriser à le donner. Donc moi j'ai mis en bas, puisque étant un journal de l'opposition, il faut informer aux gens, puisqu'ils vont dire que c'est l'État qui s'est défendu seul, que les parents n'ont pas parlé. Donc j'ai mis ça dans mon papier, donc il me reste savoir, est-ce que dans ce cas de figure-là, il faut forcément équilibrer l'information, aller voir les parents pour dire non, voici ce que l'État a dit. Et vous-même, vous avez perdu quelqu'un là, vous dites quoi pour équilibrer l'info? Merci. Je suis de Sauvilla, le dernier monde. Je voudrais savoir si on doit équilibrer des propos tenus dans une interview. Monsieur Justine Koulibaly, maître, merci beaucoup. C'est juste une contribution à une de votre réponse sur le président de la République, est-il voleur ou pas. Bon, ici, le journaliste doit faire donc appel à ce qu'on appelle la clause de conscience. Parce que quand on dit peut-être le président de la République est un voleur, et systématiquement le journaliste le président de la République, c'est quand même une personnalité, la première personnalité. Donc le journaliste doit faire appel à la clause de conscience et appliquer cela. Donc vraiment, c'est la contribution que je voulais apporter à cela. Donc bon, voilà quoi. Je suis Yapi Koulibaly, je reviens, je voulais faire une contribution. C'est à propos, quand je vois le vénérable Samba Koné presque tous les jours envoyer des blâmes, des avertissements, des interpellations à ces jeunes fois sur le terrain, il faut comme des fois ça lui fait mal. Mais c'est son devoir, il fait son travail. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, il faut mettre en pratique ce que les pharmaciens et les médecins font. Désormais en Côte d'Ivoire, il ne faut plus permettre à un djoulatier, un gars qui vend ses colas, qui a eu l'argent de créer un journal. N'importe qui ne peut pas créer une pharmacie. Pour avoir une pharmacie, il faut être pharmacien. Même pour avoir une clinique, il faut être au moins un médecin. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le gars a l'argent un peu, il crée son journal, et c'est le journaliste qui met devant lui, s'en fout les cachets là-bas. Il faut aussi qu'on interpelle désormais les patrons de presse, les promoteurs de journaux. Quand un journaliste a fait un mauvais article, quand on le convoque, il faut convoquer aussi le promoteur du journal. Quand on le convoque 2 fois comme ça, là, chaque soir, il va voir ce qu'il y a dans son journal avant d'aller à la maison. Il ne va plus rester quelque part là-bas puis donner des ordres. Il faut les interpeller aussi. Parce que c'est pour lui le journal, c'est lui qui est le patron. Alors bonjour à tous, moi je suis Landry Begré, je suis journaliste à l'Inter. Enfin moi je donne une image, je vais à une conférence de presse et ce dernier accuse, on va dire, X. Et moi je vais à la rédaction, je finis l'article et mon chef du service ou le rédacteur en chef, en fait je contacte ce dernier là pour avoir sa version. Et ce dernier là pour des raisons, on va dire pour le contact qu'il a avec le rédacteur en chef, il demande au rédacteur en chef de bloquer le papier. Est-ce que c'est vraiment normal au rédacteur en chef de bloquer mon papier? Donnons 2 secondes à M. Ouedanou. Il va noter toutes les questions. Mais je pourrais compléter les questions que vous n'avez pas entièrement notées. Merci. Non, ça va, non. Merci, c'est bien noté. Sur la première question, Miss, j'ai pas bien compris une part. Miss Tano, voilà. D'une part, vous dites que il y a quelqu'un qui dit qu'il ne peut révéler le nom de la personne décédée que sur réquisition du procureur de la République. Mais vous connaissez les parents? Oui, parce que comme vous dites qu'on ne peut pas révéler le nom, je ne comprends pas.
positionner la rédaction par rapport à ce qui a été dit.